Romaric Perrochot, je suis le directeur du Jardin des Plantes de Nantes. Du coup, j'ai été au lycée juste à côté, lycée Clémenceau. Donc j'ai fait maths sup, maths spé là-bas. Et puis après, j'ai fait l'école des ingénieurs des eaux et forêts à Nancy. J'ai fait une spécialisation sur les arbres de ville. Donc j'ai travaillé au service espace vert de Quimper, au service espace vert de Rennes, plutôt sur les arbres, les grands projets. Et quand il y a le poste qui était ouvert à Nantes, j'ai postulé, donc toujours dans un service espace vert, mais à une plus petite échelle. Au lieu de jouer sur 5000 hectares, je joue sur 7 hectares. Ouais, une histoire, enfin, pas vraiment mouvementée, mais il y a eu des apothicaires, donc pharmaciens, médecins, qui avaient construit un jardin sous la Tour de Bretagne. Enfin, la Tour de Bretagne était construite dessus, pour être plus précis, et qui servait de boîte à pharmacie, ou de médicaments pour emmener dans les bateaux. En fait, ils mettaient ça dans les coffres, ça partait sur les bateaux. Et puis, en parallèle, suite à quand les apothicaires ont disparu à la Révolution française, toutes les académies, donc tous les départements, devaient avoir un lycée d'académie et un jardin d'académie. Donc c'était le lycée Clémenceau, le jardin qui était fait dans la cour de récréation, c'est devenu trop petit, ils l'ont déplacé là. L'État, on croit presque, on se répète, n'avait plus d'argent. Du coup, il a dit débrouillez-vous les collectivités. La ville de Nantes l'a racheté pour un franc symbolique. De 1800 à 1860, Dr Écorchard, qui est le directeur qui a le plus marqué le Jardin des Plantes, a tout remanié, tout créé à son image, vraiment contre l'architecte de la ville qui voulait un parc comme Versailles, tout rectiligne. Alors tout est en courbe, tout est à l'anglaise. Et puis de 1860 à maintenant, le parc, dans ses allées, dans ses massifs, n'a pas bougé. Alors exactement, on est 25 à travailler sur le site Jardin des Plantes. Il y a 15 jardiniers au sens où tout le monde l'imagine. Il y a 5 personnes qui ont en charge l'entretien, l'accueil du public, nettoyage des poubelles qui font que le parc est propre en gros. Et puis on est 5, on va dire, dans les bureaux, c'est-à-dire un scientifique botaniste, moi-même directeur, mon assistante, quelqu'un qui est en charge du développement touristique et quelqu'un sur les pratiques environnementales. L'idée centrale d'Écorchard, c'est de créer de multiples scènes. Il y en a une quinzaine dans le jardin. D'ailleurs, quand on suit quelqu'un avec un appareil photo, vous le voyez prendre une quinzaine de photos, de quinzaine de sites différents. Et à chaque fois, il y a une pièce d'eau. C'est une sorte de paradis en miniature, de monde en miniature. Une pièce d'eau, la pelouse qui imite un peu la prairie, un petit tourlet de fleurs, des arbustes et un arbre. La grande idée d'Écorchard, c'est qu'autour de chaque arbre, il y a une collection d'arbustes, ce qui fait qu'on a dans le jardin 10 000 espèces différentes, ce qui fait la 3e collection de France, sans que ça n'ennuie le public. C'est-à-dire que le public, quand il se promène, il trouve juste ça beau. Mais si on est botaniste et qu'on s'intéresse de manière pointue, on voit cette idée d'Écorchard de regrouper tous les arbustes par famille autour d'un arbre, et c'est ça qui nous permet d'avoir beaucoup d'espèces, tout en ayant un aspect paysager esthétique et non pas rectiligne avec la petite étiquette des fois un peu ennuyeuse. On a l'impression qu'il n'y a que 7 hectares, entre guillemets, il y a cette règle-là, donc les allées ne bougent pas, on a l'impression que c'est contraint, et en même temps on est passé, par exemple, d'une fréquentation il y a 5 ans de 1 million de visiteurs par an, ce qui était remarquable, à 2 millions de visiteurs par an en 5 ans. A priori, c'est qu'on a dû changer des choses, quoi. Donc en respectant ces règles-là, c'est un petit peu comme en poésie ou dans n'importe quel art. Vous savez, plus on vous met de contraintes, plus votre imaginaire est débridé. Si on vous dit, bon, là, vous créez un poème, vous n'avez pas le droit d'utiliser la lettre A, pas le droit d'utiliser la lettre E, puis allez-y. Et du coup, c'est là qu'on a plein d'idées. Et donc là, c'est à peu près pareil. On va dire que c'est un jardin botanique, donc il y a une charte des jardins botaniques en France, et donc les fondamentaux n'ont pas bougé, c'est-à-dire cultiver une grande diversité de plantes dont on est sûr de la qualité, dont on est sûr de l'origine et du nom. Donc il y a un vrai suivi, c'est pour ça qu'on a un botaniste à temps plein qui vérifie nos 10 000 espèces, c'est quand même énorme, 10 000 espèces, donc tous les noms sont vérifiés puisqu'on envoie 8 000 sachets de graines par an dans tous les autres jardins botaniques du monde, et du coup on certifie toutes nos graines que c'est la bonne espèce, on n'envoie pas n'importe quoi. Donc ça c'est le premier travail, d'avoir une collection de références, et après là-dessus, il y a 2 intérêts à avoir cette collection de références. C'est faire de la pédagogie, donc on a des ateliers d'une journée pour les classes, d'une journée entière, on accueille de nombreuses classes, pour les groupes, pour les visiteurs, on a un cours municipal de botanique, donc c'est expliquer ce qu'est la botanique, un cours sur 2 ans, qui est complet tous les ans, on refuse la moitié des élèves tellement on a de monde. Et donc ça, c'est le côté pédagogique. Et d'un autre côté, il y a quelques espèces qui ont des besoins plus subtils, plus compliqués, ou en tous les cas qui sont rares en milieu naturel, qu'on va tenter de préserver, de mieux comprendre, de multiplier et de réintroduire dans la nature. On tente d'être modeste, même si là on est dans la serre. On le fait avec des plantes locales, notamment on a réintroduit et sauvé la tulipe sylvestre, qui est la tulipe des vignes qui avait disparu de Loire-Atlantique à cause des pesticides. Les plantes, les 10 000 espèces, elles viennent de partout dans le monde, c'est-à-dire que selon les serres, selon les zones du jardin, on a après des thématiques géographiques. Là, ce sont des plantes de Guyane, on a des plantes du Mexique dans la serre à cactés, on a des plantes des Carpates, on a des plantes de Chine, on a des plantes des Andes, dans les différents endroits du jardin, on a des zones géographiques de représenter. Pour les plantes, quand on est un jardin
botanique, on a une éthique, enfin c'est même plus qu'une éthique, on a une règle de vie qui est imparable, j'allais dire, c'est qu'on commande que des graines, on n'achète jamais de plantes, et elles sont jamais grandes, c'est-à-dire qu'on fait venir que des graines qui viennent d'un autre jardin botanique, qui lui-même les a prélevées dans la nature et dont il nous certifie l'origine, qui nous certifie le lieu de récolte exact. Et donc toutes les plantes qui sont là, on peut vous dire celle-là a été envoyée par le jardin botanique de Cochabamba, qui lui-même l'a récoltée dans tel village dans les Andes. Et voilà, on peut dire ça pour les 10 000 espèces qu'on a dans le jardin, quoi. Donc évidemment, ça prend un peu plus de temps que si on allait se fournir chez la pépinière du coin, qui peut faire des très belles plantes, hein, mais dont on ne connaît pas l'origine. Donc il y a toute une partie du travail, je dirais que la moitié du travail, parce qu'on pourrait entretenir 7 hectares, avoir aussi beau avec moitié moins de jardiniers, mais la moitié du travail vient dans ce fait de commander des graines, de les prendre d'autres jardins botaniques, d'attendre qu'elles poussent. 2 fois sur 3, elles ne germent même pas, parce que dans la nature, en fait, il y a une petite musaraigne qui a fait un petit trou dedans et c'est pas écrit sur la graine, il n'y a pas d'étiquette dessus. Et donc c'est ce travail-là de la graine à la plante adulte qui est la grande complexité, alors que d'habitude, par simplicité, les jardins vont dans la pépinière, ils prennent déjà la plante adulte. Bon, on va dire que pour moi, c'est pas une difficulté. Il y a du public, 2 millions de personnes, ça nous fait 7000 personnes par jour en été. Bon, 7000 personnes, ça vous utilise un peu un lieu. Et comme a priori, on fait des choses qui les intéressent un petit peu, voire même, on leur dit jouez avec nous, venez toucher, venez voilà. Il peut arriver qu'il y ait un petit peu de dégradation qui soit liée à ça. La grande majorité du temps, ce n'est pas une dégradation volontaire, mais encore un très gros usage qui fait qu'on a une équipe qui vraiment en permanence a pour souci de faire que le jardin est quand même toujours propre, toujours bien entretenu, que s'il y a une plante qui est un peu abîmée, on va la remplacer très rapidement. On peut dire qu'on a une chance ici, c'est que je pense, enfin c'est pas je pense, c'est qu'on est certain qu'on a un des climats les plus favorables en France, c'est-à-dire que par rapport à tout l'est de la France, on peut cultiver plein de plantes qui ne supportent pas le froid, et par rapport à la région méditerranéenne, on peut cultiver plein de plantes qui ne supportent pas la sécheresse pendant 4 mois. L'exemple typique, c'est que les camélias ici, vous en mettez, ça pousse, ça vous fait des arbres, et si vous faites venir un collègue de Nancy ou de Marseille, il voit vos camélias, il pleure juste parce que lui il a un truc qui est vert clair, à moitié en train de crever avec des taches noires de partout. Il dit ah c'était mon camélia quoi, voilà. Donc effectivement on a une grande chance d'acclimatation, c'est pour ça ici c'est historiquement un jardin d'acclimatation des plantes qui venaient notamment d'Amérique. Je dirais allez voir peut-être un autre site non pas concurrent mais TripAdvisor, vous verrez que c'est la première attraction de l'ouest de la France qui est recommandée devant les machines de Lille, le château, la cathédrale de Nantes par exemple. Donc a priori regardez ce que vous disent les autres, ayez plus confiance en les autres qu'en moi, mais ils ont l'air d'avoir plein d'arguments. Comme on est ici à 10 cm de moi, on a une fleur, donc on l'a remise dans une autre serre en culture, c'est une plante un peu sensible, qui s'appelle Amorphophallus titanum. Ça fait assez pédant, c'est en latin, en français ça vous fait pénis difforme de titan. Tout de suite ça vous attire un peu plus de monde. Et sa floraison dure 72 heures tous les 10 ans. Il n'y a eu que quelques-unes dans le monde depuis sa découverte dans les années 1850. On a eu la première floraison de l'année 2014 et donc ça a attiré, on va dire, plus de 200 articles de journaux. Il y a des articles jusque dans le Mozambique, au Japon. Il y a eu la queue jour et nuit, non-stop, 2 heures de queue pendant 72 heures pour voir cette floraison qui est complètement hallucinante. Il n'y a qu'en voyant des images qu'on peut se représenter ce que c'est. Et en plus, la fleur chauffe, elle fait plus 30 degrés par rapport à la température extérieure et elle pue une odeur pestilentielle qui fait que vous pouvez à peine rentrer dans la serre tellement ça pue. Alors c'était 15 000 en 72 heures qui sont venus la voir. Pardon, 15 000 par jour, donc 40 000 en 72 heures. Mais par contre, les gens, ils passaient, de toute façon c'est simple, en moyenne on a une personne tous les 2 secondes qui est rentrée. Et ils pouvaient passer qu'une par une comme c'était là, puis le temps de prendre la photo, quoi.